Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que les Suédois ont annoncé qu'ils vont donner à l'Ukraine 2 de leurs avions radars, sachant que ce sont des avions radars d'ancienne génération qui devaient bientôt être remplacés par des avions de nouvelle génération, mais que pour l'armée de l'air ukrainienne, il s'agit d'une nouvelle capacité dont elle ne dispose pas actuellement, mais capacité qui est également complexe à mettre en œuvre. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que l'on revienne un petit peu sur ces ASC 890 qui nous viennent des Saab 340 et qui vont permettre à l'Ukraine de disposer d'un radar aéroporté, ce qui peut être très utile pour la protection du ciel ou le guidage et la protection de strike, comme on dit, de raids coordonnés. Allez, jingle. En cette fin mai, les Suédois ont lancé une très grosse livraison de matériel avec notamment tout leur stock de PBV 302. Alors ça, c'est ce qu'ils utilisaient des années 60 à 2014. Ça fait environ 14 tonnes. Mais ils ont également annoncé que ces deux Saab 340 qui ont été modifiés pour pouvoir emporter un radar qui, contrairement par exemple à la WAX ou au Hawkeye dont nous disposons en France, ne permet pas une couverture à 360 degrés, un radar qui ne permet de voir que sur un lobe de 120 degrés à gauche et à droite. Vous ne verrez pas devant, vous ne verrez pas derrière, ce qui ne permet pas une couverture permanente, ce qui nécessite certaines manœuvres lors de certaines phases, mais ce qui est bien largement mieux que rien. Surtout qu'il s'agit d'un petit avion qui fait 10 tonnes à vide, qui peut tenir environ 5 heures en vol, qui ne pourra pas ravitailler en vol et qui a 2 fois 1870 chevaux. Pour vous donner une idée, en France, nous avons le Hawkeye, le E2C, nous allons bientôt avoir des E2D. Là, on est sur du 17 tonnes à vide, donc 70% plus lourd à vide et sur 2 fois 5100 chevaux. Un avion beaucoup plus puissant, mais surtout cette coupole qui tourne et qui minimise les angles de non-détection, ce qui rend le travail de l'équipage en fait plus facile. C'est donc une structure de Saab 340, un type d'avion qui a été créé dans les années 80, qui peut emmener 30 à 36 passagers. Il y en a d'ailleurs près de 500 qui ont été fabriqués, qui a été utilisé pour rajouter un radar EASA, donc ce sont des radars électronique, le PS 890. Dans un premier temps, il n'y avait pas de personne à bord, on envoyait les informations au sol. Suite à une mise à jour début des années 2000, vous avez maintenant 3 personnes à bord, 3 opérateurs qui vont pouvoir guider, contrôler, surveiller l'espace et parler directement aux défenses aériennes ou aux avions en l'air. Oui, cet avion est apte à prendre la fameuse Liaison 16, une communication que l'on utilise au sein de l'OTAN qui permet de transmettre de la data entre les avions, transmettre de la donnée sans qu'elle soit interceptable et normalement sans qu'elle soit brouillable. On ne sait pas si les Suédois vont fournir cette capacité, tout comme on ne sait pas à l'heure actuelle si les F-16 ukrainiens auront cette capacité qui normalement est propre à l'OTAN. Pour faire simple, cette capacité vous permet de transmettre des informations sans parler à la radio. Ça vous permet d'avoir une meilleure conscience de la situation, de mieux comprendre les événements et de décider bien plus rapidement. Ces avions suédois sont également équipés avec des systèmes de contre-mesure d'origine américaine. Et ça va donc être intéressant de voir comment tous ces systèmes, toutes ces bibs de guerre électronique, toutes ces bibliothèques vont être référencées pour permettre à ces Saab tout simplement, ou à ces S-100 Argus, comme on les appelle également, de pouvoir se faire une bonne conscience de la situation de guerre électronique et bien réagir. Car ce n'est pas un avion magique, il est vendu pour avoir une portée de détection de l'ordre de 400 km, ce qui est environ la portée d'un S-400. À l'heure actuelle, ce théâtre connaît de nombreux AWACS qui en fait sont au large, restent en mer Noire, restent en Pologne. Là, cela permettrait aux Ukrainiens, s'ils le souhaitent, de se rapprocher de la ligne de front pour se faire une meilleure conscience de la situation. Mais attention,
On va voir maintenant les limitations. Comme vous le savez, avec tous vos nouveaux matériels, il faut savoir bien l'utiliser. Le métier d'opérateur radar sur ce type d'avion est différent du métier d'opérateur radar par exemple dans un Atlantique 2 ou dans un P3 Orion. C'est un métier bien plus complexe car vous devez être souvent contrôleur de chasse et cela prend des années pour former un chef de mission, pour former du personnel très compétent. Maintenant, il est possible d'aller plus vite, mais c'est une nouvelle discipline, si je puis dire, pour les Ukrainiens, qui ont tout de même des contrôleurs de chasse, qu'on appelle souvent des GCI au sol, qui vont peut-être devoir être adaptés pour pouvoir faire leur métier depuis les airs avec les nouvelles contraintes que cela porte. On en avait parlé dans le cas des A-50 abattus. Au-delà de la perte d'un avion, c'est la perte de l'équipage et des capacités de gestion de mission qui est importante. Il est donc intéressant de savoir à quel point le personnel navigant a déjà commencé la formation, sachant que vous avez personnel navigant technique, les pilotes, et là vous pouvez prendre des anciens pilotes de ligne et les former, ça va aller assez vite sur ce type d'avion. Et ensuite vous avez l'autre anglais, la spécificité de ce type d'avion, les contrôleurs à l'arrière. Et là vous pouvez prendre des anciens contrôleurs aériens et les former à ces spécificités-là, mais cela va prendre du temps, d'autant plus que ce type d'avion a été vendu à l'export, mais que vous reposez sur un pool de compétences quand même assez limité. Maintenant, que vous fassiez du contrôle aérien avec un Hawkeye, avec un AWACS ou avec ce type d'avion, ce sera quand même assez facile de trouver des formateurs d'expérience, même venant d'autres nations. Pourquoi ? Parce que le métier reste grosso modo le même. Mais comme avec tout appareil, la question est qui va le maintenir en vol ? Alors nous sommes sur une maintenance qui est beaucoup plus aisée qu'un F-16, il n'y a pas photo là-dessus, mais il va probablement falloir rester très souple, prendre un peu ce concept dont on parlait de guérilla aéronautique pour ce qui est de l'avion, il va falloir le bouger de base en base. Vous êtes quand même sur un avion qui va être beaucoup plus facile à maintenir, donc de ce côté-là, il n'y a pas forcément de gros showstoppers. Le point par contre qui va être intéressant, c'est de savoir comment est-ce que les Ukrainiens utilisent cet atout. On l'a dit, 400 km, 5 heures d'autonomie, même avec les deux en l'air, vous ne pouvez pas protéger toute l'Ukraine. Là, le concept d'emploi suédois est plutôt de l'alerte. Vous avez un avion en alerte, vous entendez que des MiG-31 décollent, que des avions de chasse ennemis décollent, vous faites décoller votre alerte pour essayer de détecter les missiles adverses et les faire intercepter par la chasse. Le gros souci, toujours pareil en Ukraine, va être la coordination avec les systèmes au sol, coordination avec les autres avions, éviter les tirs fratricides qui peuvent être rendus difficiles par, nous l'avons déjà dit, la présence de systèmes anciennement soviétiques du côté ukrainien comme du côté russe, ce qui vient gêner votre guerre électronique. Autre possibilité d'emploi pour cet avion, c'est l'envoyer avec des strikes quand arriveront les F-16, vous envoyez des MiG-29 avec de la GM-88, vous envoyez du Sukhoi 27, vous envoyez du F-16 et vous envoyez dans le package derrière ces avions pour détecter ce que l'on appelle des leakers, des fuyeurs, des avions russes qui peut-être se sont cachés à basse altitude pour venir surprendre votre package, surprendre votre assaut et l'attaquer. Également, autre possibilité, voir, et je n'ai pas l'information, si ce type de radar arrive à détecter certains missiles dits longue portée, ce qui permettrait peut-être aux Ukrainiens d'avoir moins de pertes à cause des missiles russes à très longue portée, type le R-37, qui a déjà eu des victoires aériennes en Ukraine et qui va voler pendant de longues minutes. Voir ces missiles en vol permettrait à ces avions de l'annoncer aux MiG, de l'annoncer au Sukhoi 27, de l'annoncer au Sukhoi 24, et de leur dire de faire un rétrograde, en gros demi-tour gauche et descend vers basse altitude. Dernier point, cet avion va devoir être défendu au sol, défendu en l'air s'il se rapproche trop de la ligne de front, mais également il va devoir éviter certains types de missiles qui se guident sur les ondes radar. Bref, comme tout matériel militaire, c'est un métier, il devrait avoir la bonne formation. Quant à savoir sous combien de temps ce type d'avion pourrait être opérationnel en Ukraine, c'est bien normal, nous ne disposons pas des informations, car la vraie question c'est, les Ukrainiens sont-ils déjà formés, ont-ils déjà commencé leur formation, ou absolument pas. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et fly safe.